Chers confrères et consoeurs, notre communication s'intitule « Lésions périapicales et chirurgie endodontique ». Donc, quand on parle de lésions... Les objectifs de notre communication, c'est premièrement de définir une lésion périapicale, différencier un granulome d'un kyste apical, connaître les critères de choix quant aux approches thérapeutiques conservatrices, c'est-à-dire quand intervenir et quand traiter par voie orthograde, et présenter le protocole opératoire de la chirurgie endodontique en plus de cas cliniques. La lipoé, ou lésion inflammatoire périradiculaire d'origine endodontique, et dans la majorité des cas, c'est des parodontites apicales chroniques qui sont communément appelées granulomes ou kystes apicaux. Elle est asymptomatique et de découverte fortuite. Il faut savoir que les kystes inflammatoires des maxillaires représentent 75% de tous les kystes des maxillaires. Donc, trois éléments sont essentiels au diagnostic de certitude, à savoir la clinique, notamment le test de vitalité pulpaire. En plus de l'examen radiologique, bien sûr, on commencera par la radiovisiographe et la rétroalvéolaire, qui pourraient être complétées ou non par le panoramique et le cone BIM éventuellement. Et enfin, le diagnostic histologique, l'histologie qui va nous confirmer le diagnostic de lésion périapicale, lipoé. En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas actuellement un consentement quant à l'obligation de l'histologie dans le cadre des kystes inflammatoires. La classification histopathologique des lésions périapicales comprend la parodontite apicale aiguë en premier lieu, et qui peut évoluer en parodontite apicale chronique ou granulome périapical, et enfin le kyste périapical. Ce dernier, à lui aussi, il se divise en kyste radiculaire en poche, qui représente 90% des lésions périapicales, et dont le taux de succès du traitement endodontique varie de 80 à 90%. Et aussi, il y a le kyste radiculaire vrai qui est indépendant de l'endodonce et qui évolue de façon indépendante, et où les taux de succès sont beaucoup moindres par rapport au kyste en poche. Donc le granulome périapical, il s'agit d'une masse arrondie qui est généralement appendue à l'apex d'une dent qui est mortifiée, comme vous le voyez sur ces images. L'aspect radiologique se présente sous forme d'une image radioclaire qui est non délimitée par un liseré de condensation et de diamètre qui est inférieur à 1 cm en général. Par contre, le kyste périapical est aussi asymptomatique dans la plus grande majorité des cas, mais peut se présenter sous forme de tuméfaction qui est rémitante lors de la palpation. À l'examen radiologique, vous aurez des images radioclaires qui sont bien entourées par un liseré de condensation, comme vous le voyez sur ces clichés panoramiques. Et aussi, on peut avoir des volumes très importants de kystes radiculaires inflammatoires, comme c'est le cas ici, vous le voyez sur cette coupe axiale d'un scanner. Regardez cliniquement, il y a vraiment une légère symptomatologie clinique. Et c'est en rapport avec une mortification dentaire sur la 12, une mortification pulpaire, pardon. Il faut savoir que la question se pose aujourd'hui. C'est est-ce qu'on va se contenter d'un traitement endodontique, ou bien on va passer à la chirurgie, ou bien on va combiner les deux techniques à la fois. Donc, d'un côté, il y a le taux de succès des traitements endodontiques des kystes en poche. Je parle du traitement par voie orthograde, qui va de 85 à 90%. Et aussi l'incidence des kystes vrais, qui est très faible, soit de 10%. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un grand nombre de kystes guérissent par un simple traitement endodontique par voie orthograde, n'est-ce pas? Donc, selon Lalande, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si une dent est atteinte d'un granulome ou d'un kyste radiculaire, le traitement endodontique par voie orthograde est le traitement de choix. Maintenant, si la lésion périapicale ne guérit pas de façon adéquate, à ce moment-là, l'apexectomie est à envisager. Ici, je vous propose un arbre décisionnel simplifié quant au moment où on va avoir recours à la chirurgie endodontique. Donc il faut savoir que dans la plus grande majorité des cas, si ce n'est presque la totalité des cas, on va privilégier le voie par voie orthograde, parce qu'il est moins invasif, n'est-ce pas? Mais quand on a un mauvais traitement ou bien insuffisant, et que le traitement soit impossible,
À ce moment-là, il faut avoir recours à la chirurgie endo. Aussi, quand le traitement est possible, mais qu'il soit incorrect. Donc là, on va avoir recours à la chirurgie endo. Si le traitement est correct, mais qu'au bout de 2 mois approximativement, ce n'est pas une règle, 2 mois, mais approximativement, on n'aura pas de bonne évolution clinique, c'est-à-dire qu'on aura persistance des signes cliniques, persistance des signes radiologiques. À ce moment-là, on va procéder à la chirurgie endodontique également. C'est quoi maintenant les indications formelles de la chirurgie endodontique? Il y a des indications d'ordre primaire et des indications d'ordre secondaire. Les indications secondaires comprennent l'absence de guérison et ou persistance de l'hypoé, malgré un traitement qui a été bien conduit par voie orthograde, la persistance des signes cliniques, à savoir une fistule productive qui n'est pas guérie ou bien persistance de douleur, une anatomie aberrante, à savoir des canaux secondaires, aussi les accidents iatrogéniques, notamment une fracture instrumentale ou bien dépassement de pattes. Et enfin, les kystes vrais que nous venons de voir. Donc, dans ces cas de figure, il faut passer directement à la chirurgie endodontique. Aussi, il y a des indications d'ordre primaire. C'est les lésions qui sont sur des dents porteuses de prothèses plurales, comme il a dit le Dr Zerabi tout à l'heure. Donc, quand on a une prothèse, un bridge de langue étendue, il faut bien évidemment effectuer pour éviter le décèlement qui risque de fracturer les moignons. Et aussi, quand on a des difficultés à déceler un faux moignon, il y a risque de fracture radiculaire, comme c'est le cas ici. On n'arrive pas à voir l'image, mais il y a en fait un inlay corps en bas, au niveau de cette dent. Et aussi, il y a certaines malformations type dents invaginées, comme vous le voyez ici, qui nécessitent d'emblée une résection apicale. Les objectifs de la chirurgie endodontique comprennent un curetage du granulum et du kyste périapical. Il faut éliminer les ramifications apicales. Pourquoi on va éliminer le delta? Parce qu'au niveau du delta ou le tiers apical, on a le plus de ramifications. Il y a plein de canaux et aussi des isthmes, donc ce qui rend le traitement par voie orthograde difficile. Ça permet aussi d'éliminer un corps étranger, comme c'est le cas des fractures instrumentales. Et enfin, le scellement à rétro qui doit être étanche. Les contre-indications maintenant, qui sont relatives à la chirurgie endodontique, elles comprennent en général les contre-indications relatives à la chirurgie orale en général, à savoir cardiopathie à haut risque d'endocardite infectieuse, troubles de l'hémostase, de la coagulation, le diabète non équilibré, antécédents d'irradiation cervico-faciale, patients sous biphosphonate par voie intraveineuse, et enfin les patients immunodéprimés. Nous passons aux contre-indications loco-régionales. C'est surtout la situation anatomique, les situations anatomiques particulières, à savoir des racines dentaires qui sont proches des éléments anatomiques nobles. D'où l'intérêt de demander un panoramique pour voir la situation des racines par rapport aux fosses nasales, aux sinus, aussi les dents adjacentes. S'il y a une dent adjacente qui est vivante, il faut faire très attention pour ne pas faire perdre la vitalité pulpaire de cette dent-là. Enfin, les contre-indications d'ordre local, à savoir le trismus, le rapport couronne-racine défavorable, il doit être supérieur à 1. Les pathologies parodontales, comme les parodontites chroniques ou agressives. Et enfin, les dents mobiles. Nous passons au protocole opératoire de la chirurgie endodontique. Actuellement, il faut savoir qu'on ne parle plus de chirurgie endodontique, mais de microchirurgie endodontique. Donc, de ce fait, le matériel nécessaire comment dirais-je? On commence par le microscope opératoire, d'accord, qui est le chef de file du matériel, les loupes binoculaires, les microlames de scalpel, il y a aussi les décolleurs de microchirurgie que vous voyez ici, et les micro-miroirs, pardon. Vous voyez, ça c'est un micro-miroir qui est comparé à un miroir conventionnel dentaire. Les microsondes d'exploration, les micropluggers qui vont nous permettre de bien condenser la pâte à l'extrémité périapicale, les microfouloirs à double angulation, et enfin les inserts ultrasonores qui peuvent être en acier inoxydable. On ne voit pas bien les photos ici. Ça, c'est des inserts ultrasonores en acier inoxydable, et ça, c'est des inserts ultrasonores diamantés. Il faut savoir que les inserts ultrasonores diamantés offrent de meilleurs résultats. La radiographie préopératoire est impérative.
On commence par la rétroalvéolaire ou la radiovisiographe actuellement, le panoramique dentaire qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble des deux maxillaires avec les éléments nobles, à savoir sinus, fosse nasale, la TDM ou cone beam notamment. Donc ici, sur ce cliché rétroalvéolaire, nous arrivons à voir ici le foramen mentonnier, on ne le voit pas bien ici. Ici, c'est une coupe TDM. Donc, qui offre une visibilité meilleure par rapport à la lipoé qui est en regard de la racine médiale et qu'on n'arrive pas à voir au niveau du cliché rétroalvéolaire, d'où l'intérêt de la TDM. L'anesthésie locale, et notamment celle qui est pratiquée, c'est la parapicale, uniquement en vestibulaire. Le complément palatin est réservé aux grosses lésions et bien sûr avec vasoconstricteur, sauf contre-indication formelle. Maintenant, la question qui se pose souvent, c'est est-ce que le traitement endodontique se fait avant ou bien en péropératoire? Alors, les gens qui vont pratiquer, les praticiens qui vont effectuer en péropératoire, ils vous diront que l'obturation se fera sous contrôle visuel, qui est un élément positif. Mais il y a un inconvénient qui est l'infiltration de sang dans les canaux. En préopératoire, cela nous permettra d'avoir une désinfection canalaire de meilleure qualité. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a un risque de contamination par le contenu liquidien du kyste au niveau de l'endodonte. Donc ici, vous avez deux images opératoires de traitement qui s'est fait en péropératoire et d'un second qui s'est fait en préopératoire. Il faut savoir, je tiens à préciser ici que la combinaison du traitement endo avec chirurgie périapicale se fait uniquement dans le cadre des lésions volumineuses, lésions kystiques volumineuses. Les impératifs auxquels doivent répondre les lombeaux, c'est l'incision de pleine épaisseur, il faut avoir un contact osseux, il faut respecter le parodonte, notamment les papilles, il ne faut jamais effectuer une incision au niveau des papilles. Il faut assurer une visibilité de site opératoire, une bonne vascularisation du lambeau et bien évidemment pouvoir suturer sur plan osseux. Le choix du lambeau, il y a ici le schéma d'incision du lambeau de Lübke-Oxenbein qui est réservé où le souci esthétique est majoré, notamment au niveau des prothèses antérieures plurales et aussi quand on a une hauteur de gencive ou bien un sourire gingival. Quand on a un sourire gingival, on ne peut pas inciser par risque de créer des brides cicatricielles inesthétiques. Donc il faut avoir une hauteur de gencive attachée de minimum 4 mm, comme vous le voyez ici, et l'incision se fait en festant, à distance de 2 mm du bord marginal. Regardez l'inclinaison de la lame de bistouri à 45 degrés par rapport à l'os. Voici un deuxième schéma qui représente l'incision du lambeau triangulaire, enfin avant. Là, on ne voit pas bien l'image, mais il s'agit d'un lambeau de Lübke-Oxenbein en vue opératoire. Ici, c'est du PRF qui a été placé pour renforcer la cicatrisation. Le schéma d'incision du lambeau triangulaire, comme vous le voyez, regardez, on respecte les papilles. Aussi, il existe un lambeau triangulaire sans papilles, où on ne va pas du tout atteindre les papilles à ce niveau-là. Et vous avez enfin le schéma d'incision du lambeau rectangulaire ici. C'est le même que le lambeau triangulaire, mais avec une incision, une deuxième incision ici. Donc il faut savoir que le lambeau triangulaire est le plus utilisé. La trépanation osseuse se fait à l'aide d'une fraise ronde, de préférence en carbure de tungstène, parce qu'elle va permettre une irrigation meilleure du site opératoire. On commence par les zones de moindre résistance osseuse. La progression de la fraise se fait dans l'os jusqu'à l'apparition des racines, comme vous le voyez ici. Et bien évidemment, ça doit permettre d'avoir un diamètre minimal de 4 mm. Ici, vous avez un assortiment de fraises à os, et ici, vous avez les cavités d'accès. La piézochirurgie trouve pleinement son indication par rapport à la précision de coupe et la préservation tissulaire, comme vous le voyez ici. Le curetage de la lésion se fait à l'aide de micro-curettes. Et oui, ça existe aussi des micro-curettes dans l'odontie. L'apex doit réséquer à minima à 3 mm et perpendiculairement, comme vous le voyez très bien sur ce schéma. On va cureter derrière la partie radiculaire. Le surfaçage est indispensable. Donc la réalisation de la cavité apicale se fait sur une hauteur de 3 mm, comme vous le voyez sur ce schéma. Et il s'agit d'une cavité toute simple de classe 1 qui va dans l'axe de la dent. C'est pour cela qu'on va préférer les ultrasons
qui sont déjà angulées, qui font des angulations de 90 degrés, donc, et qui vont permettre l'accès directement dans l'axe de la dent. Mais avant, on utilisait des fraises qui étaient montées sur mini contre-angles, mais elle a été délaissée, comme je viens de le dire, pour les ultrasons. Le matériau d'obturation à rétro, il doit être biocompatible, il doit être bactériostatique, pouvoir se fouler, insoluble, assurer une stabilité dimensionnelle, facile à manipuler et enfin radio-opaque. Avant, on utilisait de l'amalgame, mais cela a été délaissé au profit du MTA, qui sont des matériaux bioactifs. Donc, je vous propose ici cet article qui a été publié par Dr Amani, elle a fait une expérience. Il a été publié au niveau du journal américain d'Odontie. Donc, elle a pris 30 dents humaines monoradiculées, elle les a nettoyées, obturées, elle a Guttaperca, puis les apex ont été réséqués. Donc, 3 matériaux ont été testés, les IRM, soit les ciments ingénates qui sont renforcés par la résine, le MTA et l'amalgame. Donc les racines ont été prises, puis sectionnées longitudinalement, puis analysées au microscope électronique à balayage pour mesurer les lacunes à l'interface entre matériaux et dentine. Et en plus de ça, elle a effectué une culture tissulaire pour rechercher la cytotoxicité des 3 éléments. Donc les résultats, c'était que les IRM et les MTA offraient une meilleure adaptation aux parois de la dentine par rapport à l'amalgame, et aussi, en ce qui concerne la cytotoxicité, donc l'IRM a un effet comparable à celui de MTA et les deux sont meilleurs que l'amalgame. Alors l'étude histologique, il n'y a pas de consensus, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'utilité dans le cadre des kystes inflammatoires. Il s'agit d'une fixation dans du liquide de point ou bien du formol. Elle est systématique, enfin certains auteurs diront qu'elle est systématique. Elle permet le diagnostic de certitude. Comme vous le voyez ici, c'est une pièce opératoire, ça c'est des pièces opératoires qui ont été mesurées grâce à des seringues 5 cc. Les sutures se font à l'aide du fil monofilament en Milan 5,0 ou 6,0, l'ablation de fil à J8. Pour lutter contre l'œdème, on prescrit généralement des corticoïdes ou bien on va appliquer des poches de glace. Pour lutter contre la douleur, on prescrit des antalgiques. L'antibiothérapie n'est pas systématique. On passe aux cas cliniques sans trop tarder. Donc le premier, il s'agit d'un cas de dépassement de pâte en regard de la 12. Donc on a effectué une kysectomie avec obturation canalaire par voie rétrograde. C'est une patiente qui est âgée, qui présente une 12 avec antécédent de traitement endo. Donc très bien, vous voyez bien les photos, c'est parfait. Donc ici, c'est l'état initial. Donc il s'agit de la RVG initiale. Ici, c'est la RVG en fin d'intervention, après kystectomie et résection apicale de façon perpendiculaire. Et là, c'est le contrôle radiologique après 2 ans. Vous voyez une réossification qui est parfaite. Le deuxième cas, c'est une lésion apicale avec échec d'un traitement endo par voie orthograde. C'est Manel, âgé de 25 ans, qui a été prise en charge par chirurgie endodontique au niveau de la 21. Voici la RVG préopératoire. Vous voyez une lésion importante qui est en regard de la 21. Donc ici, c'est la résection apicale qui s'est faite de façon perpendiculaire. Là, nous avons, en fait, c'est un cas de Dr Eitmofer. Il avait placé la compresse au niveau de la cavité pour travailler à sec, pour qu'il n'y ait pas de saignement, parce que ça gêne. Et la préparation canalaire s'est faite à rétro avec des ulcères ultrasonores. Vous voyez l'inclinaison, comment l'insert passe directement dans le canal de façon perpendiculaire. Cela évitera de créer des canaux secondaires, bien évidemment. Donc ici, vous avez la cavité en classe 1, on la voit très bien sur la photo. Et enfin, c'est un porte-MTA qui va nous servir pour déposer le MTA dans l'obturation, dans la cavité à rétro. Donc ici, c'est le contrôle par vision indirecte. On voit une parfaite étanchéité, les sutures au fil 5,0 et la RVG de contrôle en post-opératoire qui montre une parfaite étanchéité en périapicale. L'obturation à rétro en présence d'un tenant radiculaire, c'est un autre cas clinique. Voici un cas de tenant. C'est un cas de tenant radiculaire sur une dent, la 21, qui a présenté une lésion périapicale ou lipoé. Donc, elle a été réalisée une cavité d'accès
ici avec une fraise Zecrea. Donc nous préférons les fraises rondes en carbure de tungstène par rapport aux fraises Zecrea parce que les fraises Zecrea ne permettent pas une irrigation continue. Donc aussi, nous avons effectué la préparation à rétro à l'aide d'instrumentation ultrasonore. Ici, le cas est intéressant pour montrer, regardez, l'échancrure qui a été réalisée par le praticien pour permettre le libre jeu des inserts ultrasonores, tellement c'est très important. Donc, et ici, c'est la rétro, ou bien, oui, c'est la rétro en post-opératoire qui montre une parfaite résection apicale étanche. C'est un autre cas d'obturation à rétro au niveau de la 45, suite à l'absence carrément du traitement endo au niveau de la 45 et présence de tenants radiculaires. Donc, l'obturation à rétro a été effectuée sous vision indirecte. Donc, on a découvert, regardez ici, ça c'est un canal latéral en fait, qui a été découvert grâce aux aides optiques. Donc, qui a été bien évidemment scellé. Et la radio de contrôle à 1 an, vous ne le voyez pas, le résultat, mais on a une parfaite ossification en périapicale. C'est le dernier cas. Il s'agit d'une lipoé en regard des 31 et 41 chez une jeune patiente. Voilà, c'est mieux. Donc la patiente avait été orientée bien évidemment en OCE pour traitement conservateur des 31 et 41. Mais suite au traitement, il n'y a pas eu d'évolution favorable, malheureusement. Donc on l'a programmée pour une chirurgie à rétro. Donc ici, regardez, ça c'est le cliché panoramique qui a été effectué à 2 mois en post-op. Ça montre un début de réossification. Regardez la différence entre la première, ça c'est l'état initial, avant tout traitement, et la seconde. Vous voyez un début de réossification. Puis le contrôle à 8 mois. Regardez, entre 2 mois et 8 mois, il y a une réossification, mais c'est encore, on est vraiment loin de l'objectif. Comme quoi, c'est vrai qu'on sait que théoriquement, l'os, il se reminéralise, et il y a une apposition osseuse complète au bout de 4 mois, théoriquement, mais sur le plan pratique, ce n'est pas vraiment le cas. Donc ici, à 8 mois, et enfin, regardez bien, ici c'est un contrôle à 18 mois, on a une réossification parfaite, et qui a été confirmée grâce à une radiovisiographique de contrôle à 18 mois. Regardez. En conclusion, l'idée reçue selon laquelle seuls les granulomes guérissent par des traitements endodontiques orthographes est définitivement dépassée. En effet, les kystes en poche semblent aussi guérir par ce même traitement. La démarche thérapeutique va toujours suivre le même schéma. À savoir, en premier lieu, il faut toujours commencer par le traitement endodontique conventionnel. Puis contrôler à 2 mois. Une radiographie d'observation nous permettra de trancher, de savoir si on va maintenir ou bien on va effectuer une chirurgie endodontique. Si celle-ci montre des signes de guérison, le traitement sera considéré comme réussi. Par contre, si la lésion évolue, il faudra avoir recours à la chirurgie endo. Et je vous remercie de votre attention. Merci, Dr Servani, pour votre brillante